Alors, de nouveau, au nom des deux organisateurs Innovatech et UCM chez besoindecom.com, on est très ravis d'accueillir Bruno Lies, directeur de Deep Blue, qui va vous parler de voilà, comment être créatif dans votre communication. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de vital. Moi-même, chargée de com, j'arrête pas de le dire aux entreprises que je rencontre. Vraiment, la créativité, c'est ce qui va vous, voilà, c'est ce qui va faire le petit truc qu'on va vous retenir longtemps. Et, et, et Bruno est là pour en parler. Bruno, peut-être dis-moi deux petits mots sur Deep Blue. Oui, bonsoir tout le monde, enfin bonsoir presque. Donc je ne suis pas du tout créatif en fait, hein. Mais restez assis. L'apéro est à 18h30, donc de toute façon vous êtes coincés. Donc Deep Blue en fait est dans la mesure de l'efficacité pub ou de la communication en général, donc pas uniquement les grandes campagnes, mais n'importe quelle action qu'on peut réaliser dans l'optique d'une communication commerciale ou non commerciale d'ailleurs. Donc en fait, ça fait des années qu'on mesure des campagnes auprès du consommateur, pas uniquement en termes de vente, et on lui demande ce que ce consommateur pense de ces campagnes, ce qu'il comprend, il ne comprend pas toujours, ce qu'il apprécie, il n'apprécie pas toujours non plus. Donc on est plutôt dans de la psychologie appliquée. Je crois qu'en ces temps de crise, aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la créativité efficace. L'autre créativité, on n'en parlera pas beaucoup. Donc voilà, notre métier est dans la mesure. Donc je suis un statisticien et j'insiste, restez assis. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez cette conférence. Et je serais ravie de voir tous vos questionnaires de satisfaction pour tout ce que vous avez pu suivre d'ici quelques jours. Bonne dernière conférence. Merci Bruno et bonne conférence également. Merci Sarah, tout de suite pour l'apéro, je ne serai pas long. Voilà, donc en fait la créativité sans efficacité, elle n'est pas ni vraiment nécessaire, ni vraiment souhaitée. Donc sur base du briefing de Sarah, j'ai 3 piliers dans ma petite présentation, une introduction générale sur quelques principes de base qui fait qu'une campagne, qu'une action fonctionne, parce que créative, elle le sera toujours, il suffit de travailler avec des professionnels qui le sont, parfois vous pouvez avoir de très bonnes idées vous-même, après la question est vraiment de savoir ce qui fait la différence entre une campagne ou une action créative qui fonctionne et qui touche sa cible au cœur par rapport à d'autres campagnes. Je crois qu'il y a pas mal de sociétés aujourd'hui qui visent d'autres sociétés et pas le consommateur final uniquement, donc le deuxième volet, ce sera un petit focus sur ce qui fait les règles de communication qui fonctionnent dans la communication B2B, d'entreprise à entreprise, et puis après, on parlera également de quelques cas de campagne illustratives par lesquelles je vous montrerai des actions qui ont eu un certain impact et qu'on a pu mesurer avec les raisons d'être. Si jamais vous avez des questions ou des réactions, d'ailleurs en cours de route, n'hésitez pas, vous allez devoir crier. Vous allez aussi devoir, là-bas dans le fond, faire preuve d'une très grande acuité visuelle, puisque l'écran n'est pas tout à fait à la mesure de la salle, mais j'en profite pour dire que ma présentation est postée sur le site de l'événement, et que donc si vous voulez les chiffres en détail, et je n'en doute pas, vous pourrez les lire à partir de ce document. Donc la créativité, on va un petit peu relativiser. Je crois que, comme je le disais il y a quelques secondes, depuis la crise et puis plutôt depuis le fait que cette crise se prolonge et qu'elle affecte l'ensemble des secteurs d'activité, l'ensemble des entreprises et l'ensemble des agences de communication, ou presque, visent les idées à communiquer, mais d'une façon impactante. Donc la créativité, c'est quoi tout d'abord ? Notre définition, après les 3000 concepts qu'on a pu tester, c'était tout d'abord la recherche que vous avez de faire des communications qui soient différentes de vos concurrents ou différentes en général de ce que les cibles, comme on les appelle, ont l'habitude de recevoir. Alors, le deuxième point, être créatif, c'est à un moment donné fournir plus d'efforts qu'à l'habitude pour rencontrer vraiment les attentes des différentes cibles, des consommateurs ou des clients que vous visez, et d'adopter d'une certaine façon leur langage. Parce que finalement, la publicité, c'est quoi ? C'est un acte de vente à distance, j'ai envie de dire, et généralement massif au niveau des contacts. Bon, il faut malgré tout provoquer des surprises, pas toujours comme je l'illustre ici par cette bande de clowns qu'on peut parfois vous servir dans des propositions d'action qui peuvent vous paraître disruptives, étonnantes. C'est vrai que le consommateur ou le client d'aujourd'hui est saturé de messages publicitaires et commerciaux et que la différence peut parfois venir d'un contenu ou d'une mise en forme surprenante. Mais là, attention évidemment aux actions très différentes des autres et surprenantes, mais sans aucun impact au niveau commercial. Alors, les nouveaux moyens et les nouveaux médias, eh bien, vous avez pu en découvrir plein aujourd'hui
dans la salle à côté, dans le salon ou bien lors d'autres conférences. Donc je ne vais pas trop m'apesantir, mais un petit peu quand même sur ce que les nouveaux médias nous proposent. Mais dans ces nouveaux médias, eh bien, il y a parfois les tics, les défauts et les vieilles habitudes qui reviennent, tant et si bien que le netvertising, la publicité sur le web aujourd'hui, est sans doute le mode d'action publicitaire le moins productif qui soit, puisque le taux de click-through est de 0,2%. Il n'y a pas moins bon que ça. Donc il ne s'agit pas que d'une nouvelle technique média, il s'agit aussi de l'utiliser d'une façon adéquate. À ce sujet d'ailleurs, mais vous ne savez pas lire, je vais vous aider là-bas dans le fond. Les nouveaux médias n'apportent rien si on ne change pas nos vieilles habitudes. Et donc j'ai été invité à la journée du vendeur, Dag van de Sales Manager 2011, avec, dans l'intitulé de l'adresse mail qui m'a été envoyée, le fameux No Reply. Donc je trouve ça assez fabuleux qu'on reçoive des messages personnalisés. Si l'élément vous intéresse, eh bien vous n'avez pas la possibilité de répondre d'une façon personnalisée. Donc l'échange que devrait pouvoir permettre l'Internet n'est pas toujours présent, ce qui est quand même un fameux paradoxe. Un autre paradoxe assez sympathique, je vais vous le lire, un message que eBay m'a renvoyé la semaine passée. Merci d'avoir contacté le service clientèle eBay pour les Pays-Bas et la partie néerlandophone de la Belgique. J'habite Wezenbeek, c'est tout un poème. Nous vous assisterons avec plaisir. Seulement, comme vous avez accepté les termes et les conditions dans la langue néerlandaise, nous ne pouvons vous aider qu'en néerlandais. Si vous éprouvez des difficultés à comprendre le message ci-dessous, qui est donc en flamand, vous pourriez demander à un ami ou à un collègue de le traduire ou consulter un service de traduction en ligne qui, même s'il n'est pas toujours à 100% exact avec un E, ça peut servir comme outil de référence. Donc c'est fabuleux. Donc il y a une interaction, mais comme dirait l'autre, au plus vous vous rapprochez d'un consommateur, au plus vous devez être juste et ne pas commettre d'erreurs. Parce que finalement, une campagne d'affichage mal foutue, c'est pas très grave, parce que ça ne dit quand même pas grand-chose. S'il y a un bon visuel, ça passe, et le texte, on ne le lira quand même que très difficilement. Ici, vous êtes en mode lecture individuelle, et donc ce genre de message provoque ce qu'on peut appeler du démarketing. Ça existe, c'est faire de la contre-publicité. Ceci dit, eBay est un outil qui fonctionne merveilleusement bien. Un autre outil qui fonctionne bien, ce sont les emails. Le problème, et ça c'est le mien, c'est que j'ai 12 213 items en attente. Dans des enquêtes que j'ai pu réaliser en B2B, les gens me disaient il y a environ 3 ans et demi, 4 ans, que ça mettait un temps dingue de lire les emails. Il y a 2 ans, cette même étude de satisfaction clientèle disait que ça prenait un temps dingue de trier les emails. Et aujourd'hui, malgré tous les efforts des filtres, les gens nous disent que ça prend un temps dingue d'effacer les emails. Donc de nouveau, les nouveaux médias c'est bien, mais parler avec les mots justes à une bonne cible c'est mieux, parce que nous faisons tous l'erreur, je crois, et donc nous aussi, c'est d'avoir la possibilité de targeter, donc de cibler, mais en fait lorsqu'on a cet email, on va l'envoyer d'une façon non différenciée à tout le monde, c'est pas normal. Alors l'efficacité à côté de la créativité, sinon ça n'est rien, eh bien, ne doit pas nous empêcher de maximiser les contacts. Je suis dans un métier où on trouve ça tout à fait intéressant de développer des bâches de 500 mètres carrés sur le palais de justice, mais il faut savoir, et ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros, que 70% de vos trajets sont identiques. Et donc finalement, quand vous réalisez un événement dans la rue, si je puis dire, vous allez générer beaucoup de contacts, mais systématiquement auprès des mêmes personnes. Donc le challenge, quand vous avez une idée forte à un endroit délimité, je me rappelle du mariage du chocolat Jacques et du chocolat Callebaut à Kuckelberg. Voilà, les deux sociétés fusionnent, c'est un non-événement parce que le consommateur s'en fout. À la limite, le consommateur, il préfère d'ailleurs quand des sociétés ne fusionnent pas et que les marques restent diverses et variées. Et donc là, on avait organisé un dimanche, enfin une agence de com, le mariage de ces deux chocolats à la basilique de Kuckelberg. C'est assez fabuleux, mais ça n'a pas eu de retentissement médiatique jusqu'à ce que Côte d'Or décide d'aller louer des éléphants au cirque Bouglione pour défiler pendant le mariage de ces deux concurrents. Et la une des journaux et la une des télés a porté sur les éléphants Côte d'Or qui étaient venus congratuler leurs concurrents qui avaient fortement investi dans cet événement. Donc maximiser les contacts, c'est essayer de créer ces fameux effets buzz, comme les effets buzz de Peugeot, dont tout le monde a entendu parler à la radio, mais personne ne sait de quelles conditions il s'agit. Et l'agence de pub vous dit, oui, mais si on doit mentionner les conditions avec des chiffres et des pourcentages et des euros, il faut rajouter 10% de conditions 10 secondes de conditions légales dans le spot, et c'est plus long et c'est plus cher. Et donc on ne dit plus quelles sont ces conditions, on dit simplement
que ce sont des conditions buzz et tout le monde a compris. Donc modifier les attitudes, c'est ce que vous voulez, c'est qu'à un moment donné, les gens qui ont reçu vos messages, à partir de là, eh bien, modifient leur comportement par rapport à la marque ou tout simplement réagissent par rapport à ce que vous leur proposez et achètent vos produits et souscrivent, bien évidemment. Donc on va commencer par quelques tendances relatives aux médias, mais les médias, c'est toujours au sens large, et j'espère vous faire découvrir quelques petites choses qui seront intellectuellement créatives, mais ce ne sont pas des recettes pour avoir des bonnes idées. Les recettes pour avoir des bonnes idées, ce sont les agences de pub et les agences de com qui vous les donneront, je suis bien désolé. Donc en fait, l'évolution du digital, qu'est-ce que ça nous dit ? L'apparition de l'Internet qui remonte à une quinzaine d'années dans son usage courant en Belgique, c'est clairement du temps en plus que les gens vont consommer. Par contre, lorsque la télévision analogique devient digitale, c'est un simple transfert de temps. Donc en fait, ce graphique, qui est tout à fait sérieux, représente le nombre d'heures que vous passez dans les médias et en même temps l'évolution de la conversion des médias dits analogiques ou papier vers le digital. Ce qu'on doit surtout constater ici, c'est que pour le boulot comme pour les loisirs, on consomme de plus en plus de médias par semaine sur une base horaire. Donc pour toucher les gens, c'est très clairement une plateforme qui doit continuer à exister puisque les contacts personnels coûtent extrêmement cher. La difficulté là-dedans, c'est de parvenir à capter l'attention de vos cibles et en B2B comme en B2C, c'est-à-dire avec une cible de professionnels comme avec une cible de particuliers, eh bien, il est de plus en plus difficile de sortir du lot, de se dégager tout simplement parce qu'il y a une saturation publicitaire. Vous le savez, tant au niveau professionnel qu'au niveau privé. Vous recevez en fait plusieurs centaines de messages par jour, environ 600, je crois que c'est... Non, c'est pas calculé à la page d'après. Donc environ 600. Et le jour suivant, vous vous souviendrez encore de 10% de ces messages. D'accord ? Donc le challenge, comme on dit, c'est d'essayer d'être dans ces fameux 10% que l'on va retenir. Et ma version de la créativité, c'est un peu celle-là. Que faut-il faire pour essayer de se démarquer ? On va tout d'abord faire la différence entre les médias traditionnels. La plupart d'entre vous n'ont pas nécessairement les moyens pour réaliser des campagnes de plusieurs millions, comme le groupe Danone ou comme Kraft ou comme Procter & Gamble. Ce n'est pas grave, ceci dit, parce que la majorité des contacts que ces campagnes de pub génèrent sont absolument sans effet. On pourra en parler tout à l'heure. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant, surtout s'il y a des gens de cette PME qui s'appellent Procter ou Danone dans la salle. Mais on leur donne des conseils pour leur dire il faut arrêter de faire vos pubs Actimel et Activia parce qu'en fait, on ne les voit plus tellement qu'elles sont les mêmes. Le wallpapering effect, vous savez ce que c'est ? Quand vous avez une affiche à côté de chez vous et qu'elle est de longue conservation, comme on dit en affichage, au bout d'un mois et demi, 2 mois, vous ne la voyez plus. Et même si je vous donne 100 € pour me dire ce qui se trouve sur cette affiche, vous en serez incapable parce que le cerveau élimine à un moment donné ce qu'il voit trop ou trop souvent. Donc ce qu'il faut faire, et ça aussi c'est créatif, c'est essayer de ne pas dispenser sur la longueur, avec une forte fréquence, tout le temps, le même message. Mais enfin, comme je le disais, comme vous avez sûrement tous des budgets limités, vous n'en êtes pas encore là à faire plusieurs campagnes de télé par mois avec le même spot. Mais enfin, si un jour vous avez le budget et que le chiffre d'affaires de votre entreprise explose, ne me faites pas à chaque fois le même spot, s'il vous plaît. Donc, les magazines, les journaux quotidiens qui sont toujours bien là, l'affichage, etc. Vous avez les médias traditionnels. Et puis, ça c'est aussi de la créativité, vous avez une multitude de points de contact, comme on appelle ça, des touch points, pour solliciter vos différentes cibles, qu'elles soient professionnelles d'ailleurs ou qu'elles soient particulières. D'accord ? Il n'y a pas que le fameux buzz du digital, parce que c'est un buzz en soi. Je peux vous garantir que ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui pour générer des modifications d'attitude et de comportement, c'est de mettre un produit dans les mains du consommateur, et s'il s'agit d'une cible business, c'est de faire un test à un moment donné d'un service. Ce n'est pas uniquement de tenter de le promouvoir à moindre coût via les médias digitaux qui présentent cette capacité à générer des contacts qui ne sont pas trop coûteux. Alors là, vous ne savez pas lire grand-chose, mais c'est la preuve de ce que je viens de dire. Vous lirez sûrement ça la semaine prochaine. Les canaux qui influencent les cibles dans le secteur des services bancaires. En premier lieu, figurez-vous que c'est le personnel des agences bancaires. Il fallait y penser. La meilleure pub, à un moment donné, pour promouvoir, à un moment donné, un service, eh bien, c'est le prestataire du service qui va pouvoir le dispenser. Si vous voulez vous laisser séduire par une nouvelle barre chocolatée, un spot de 30 secondes et une affiche, c'est bien. Mais un échantillon à la sortie ou à l'entrée, c'est plus intelligent, du magasin, c'est encore beaucoup mieux, c'est plus cher, mais ça marche. Le conseil d'un expert, les conversations
entre particuliers. Quand des hommes veulent acheter une voiture, ils en parlent à leurs copains et ils font un véritable concours devant leur bière à 4 ou 5 pour dire moi, je, moi, je. Donc les conversations et le bouche à oreille entre hommes, par exemple, c'est généralement à 4 ou 5 ou 6. Les femmes, c'est généralement à 2. Mais le pouvoir d'influence que les personnes ont entre elles est extrêmement élevé. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent finalement entre individus, la publicité ne représentant qu'un coin, qu'un facteur d'influence parmi d'autres, mais les influences interpersonnelles sont beaucoup plus puissantes. Le site web de la marque arrive en 4e position quand même. Les articles, les émissions. Alors, s'il y a un contenu communicationnel qui est important et qui est impactant, c'est ce qu'on dit de vous. Pour les banques en particulier, si vous lisez des articles dans la presse qui sont très élogieux par rapport à certains produits d'épargne ou placement, ça vous influencera plus que les fameuses affiches à 2 plus 2,25% ou à 2 plus 2% ou à 2 plus 3% et demi, qui n'intéressent absolument personne et qui représentent l'essentiel de la communication des banques aujourd'hui, faut-il le dire. Donc, la communication publicitaire classique vient plutôt dans un second temps. La publicité n'est pas générateur des images de marque, comme je dis toujours, ce sont les marques qui font des campagnes, ce ne sont pas les campagnes qui font des marques. Hein. Il ne faut pas rêver non plus. Mais ça tombe bien, comme je disais, puisque vous n'avez quand même pas 5 millions pour tenter l'expérience. Alors, les moteurs de recherche arrivent un peu plus loin, mais ça, c'est parce que la démarche d'utilisation des moteurs de recherche est assez spécifique. Je viens de le dire pour les encas, ça c'est un boulot que j'avais fait pour Kraft et pour Milka, entre autres. Eh bien, le consommateur nous dit, vous voulez me faire acheter un chocolat, ben, donnez-moi un bon d'essai, parce que si vous lancez une nouvelle saveur, ce n'est pas à moi à la financer. J'essaye un échantillon, ça me convainc, je vais le racheter. Mon propos n'est pas de dire que la pub n'est pas efficace. La publicité classique, elle est efficace quand le produit est bon et le service est bon. Quand il y a déjà une certaine notoriété acquise, elle a un pouvoir d'amplification par rapport à une réalité positive. D'accord ? On ne va pas vendre si derrière il n'y a pas une offre qui corresponde à des besoins, etc. À l'exception des produits où finalement la valeur ajoutée est 100% émotionnelle, style des parfums, des vêtements, etc., où il suffit de montrer le produit dans une certaine ambiance pour pouvoir générer l'envie. Alors, vous avez peut-être lu ou entendu, pas plus tard qu'aujourd'hui, que la télévision est en train de se casser la figure. C'est tout à fait faux. Et pour ça, j'apprécie assez de terminer la session d'aujourd'hui parce qu'il faut faire attention aux stéréotypes. Comme vous l'avez vu, le digital et l'Internet, donc, s'ajoutent aux autres médias. La presse n'est pas tellement en danger que ça. Vous avez encore aujourd'hui 49% des Belges qui déclarent lire un journal quotidien par jour moyen. C'est quand même assez énorme. Et en fait, pourquoi est-ce que les audiences télé continuent ou recommencent à augmenter? Eh bien, tout simplement parce que jusqu'ici, vous faisiez sans doute comme tout le monde, 50% des Belges, flamands comme wallons, se mettent devant la télévision le soir sans trop savoir ce qu'ils vont regarder. Ils improvisent et généralement en famille ou individuellement, ils râlent en disant qu'est-ce qu'on me sert comme programmation, c'est pas intéressant, etc. Or, les décodeurs interactifs aujourd'hui vous permettent d'enregistrer beaucoup plus facilement ce que vous souhaitez voir, de différer la vision, de stopper un programme pendant que vous allez manger ou promener le chien. Et donc, en fait, vous avez un meilleur contrôle sur la programmation télé, et donc vous aurez plutôt tendance à en consommer plus que moins. D'accord ? Et donc, toutes les études prouvent que, pour le moment, en tout cas, la part d'audience de ce média ne bouge pas beaucoup. Sans trop rentrer dans le détail et sans vous faire un cours sur la communication, ce qui est certain, c'est qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, et donc ce n'est pas en répétant un message à l'envi de façon fréquente et avec des promesses, comme disent les publicitaires, qui ne sont pas nécessairement concrètes, que l'on va parvenir à vendre. Le modèle de la communication d'aujourd'hui passe effectivement par l'expérience produit, par la communication personnelle, bref, par la vraie vie, par la réalité. Et j'insiste, la communication générale, classique, la publicité de masse, n'intervient que pour amplifier des phénomènes qui sont déjà inscrits dans la vraie vie. Voilà. On va quand même, bien entendu, reparler un petit peu, si vous le voulez bien, même si on vous a déjà servi votre dose aujourd'hui, du digital et notamment de l'Internet mobile. C'est clair que l'année 2011 a été l'année de l'explosion des smartphones en Belgique, autrement dit des terminaux qui permettent l'utilisation et l'accès à l'Internet, et que peut-être que l'année 2012 sera celle de l'explosion de ce qu'on appelle
les tablettes. Donc aujourd'hui, les smartphones avec accès à Internet courant concernent plus d'1 million de personnes dans la population, ce qui est très intéressant puisque ça vous permet de délivrer des messages qualitatifs et ciblés. Avec les anciens GSM, ce n'était pas possible. Et pour les cibles business, c'est également très opportun. Alors, il y a pas mal de gourous qui nous ont dit depuis une dizaine d'années qu'il y aurait une fameuse convergence et que tout allait converger. Comme je le disais chez Mobistar hier matin, qui est un de mes clients, la seule convergence que l'on recherche, c'est éventuellement celle de la facture, où là, on va intégrer l'Internet, la télé, la téléphonie fixe et mobile. Mais je peux vous garantir que les fabricants comme les distributeurs ne pensent qu'à une chose, et les consommateurs aussi, c'est d'avoir un téléphone, d'avoir une tablette, donc un iPad un peu, donc, d'avoir un smartphone éventuellement, et d'avoir un PC portable, voire deux, donc, et plus le PC fixe. Il n'y a pas de volonté nécessairement de tout vouloir intégrer, parce que téléphoner avec une tablette ou avec une télévision, c'est quand même pas très pratique, hein. Alors pourquoi est-ce que les jeunes regardent des films absolument sur leur PC? Tout simplement parce qu'ils peuvent regarder exactement ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. C'est plus une question d'autonomie et d'individualité. La mobilité, comme on dit, la portabilité, c'est surtout l'individualité. Donc en fait, tous ces supports n'ont pas comme propriété première d'être mobiles, mais d'être personnels, ce qui n'est pas le cas de la TV, du salon, ni du PC fixe, sur lequel les parents trouvent parfois des traces dans les historiques intéressantes, ou madame ou monsieur d'ailleurs. Les raisons de se connecter à Internet à ce sujet sont extrêmement éclectiques. C'est plus qu'un média, hein, c'est un point de vente, etc. C'est un endroit aussi pour regarder des séries américaines, mais figurez-vous que la première utilisation de l'Internet, c'est malgré tout la socialité, pour le boulot comme pour le perso, avec comme première utilisation les emails. Les tablettes dont on a parlé, iPad et compagnie, curieusement, et c'est très positif finalement d'un point de vue historique média, font la part belle à la souscription aux abonnements de quotidiens et de magazines en ligne. Donc en fait, les jeunes, entre guillemets, donc les 18-30 ans, sont peu habitués au papier, sont des digital natives comme on dit, et donc sont directement préparés à la lecture de news ou de supports de divertissement via leur tablette, uniquement pour une question de convenance, mais aussi pour le prix, puisque ces abonnements sont finalement peu élevés. Donc finalement, ces supports digitaux peuvent constituer l'avenir de la presse, dans la mesure où tous les éditeurs, flamands comme wallons, se sont mis à la digitalisation de leurs supports. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant par rapport à ce tableau, mais qui simplement vous donne un aperçu des propriétés que peuvent avoir les toutes boîtes, la presse gratuite, les folders, le direct marketing et aussi les magazines de marque. Donc si vous voulez être créatif, prenez un petit peu du recul par rapport au fait que les folders utilisés par tous les distributeurs ou presque représentent environ 45% de lecture par semaine en moyenne. Donc le reach, la couverture est extrêmement importante. Il y a des gens qui épluchent tous les folders et qui les conservent, même si ça peut paraître bizarre. Donc l'impact est certain, est tout à fait prouvé, même si aujourd'hui 9 à 12% selon les provinces des Belges mettent leur sticker sur leur boîte aux lettres en disant pas de pub merci, pas de journaux gratuits. Ça ne fait jamais qu'un foyer sur 10, un peu plus à Bruxelles, puisque à Bruxelles, bien évidemment, on distribue toutes 2 fois, donc ça fait un paquet à la fin de l'année. Et donc, figurez-vous qu'il y a une certaine remontée des supports papier d'un point de vue publicitaire et du direct marketing, notamment depuis que les emails polluent d'une façon quand même assez débordante nos boîtes mail en B2B. Le DM a tendance à remonter dans les suffrages, en grande conso aussi, mais ça coûte beaucoup plus cher. Pour information, justement, quel est le média qui est le plus crédible aujourd'hui comme source d'information? Et si vous vendez des produits sérieux, il faut savoir que le contexte du média impacte là-dessus. Ça reste les quotidiens. L'Internet, finalement, n'est plus très réputé comme étant une source d'information fiable. Je vous montrerai un seul exemple de recherche sur Google. Il faut savoir que si vous croyez d'une façon aveugle ce que Wikipédia vous sert, et si vous pensez que ce qui apparaît lorsque vous faites une recherche dans Google est neutre, objectif et complet, eh bien, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Et les jeunes générations le savent, tout cela est orienté ou partiel, ou très vite, finalement, désactualisé. D'ailleurs, il est clair qu'aujourd'hui, les jeunes le savent,
Les profs le savent aussi, et lorsque les profs ramassent des travaux scolaires, la première chose qu'ils font, c'est faire la même chose que les étudiants pour voir s'ils tombent sur les mêmes occurrences de texte. Et là, évidemment, on est dans une surenchère à la facilité. Alors, le désagrément publicitaire, il existe. Donc, d'après les statistiques qu'on a pu faire au bout de 3000 campagnes, environ 50% des campagnes, donc une sur deux, n'est soit pas comprise, soit pas du tout appréciée. Donc, se faire comprendre et se faire apprécier, c'est quelque chose évidemment d'essentiel. Je reprends le secteur bancaire et j'associe au secteur bancaire le secteur pharmaceutique, qui est également un secteur très amusant. Eh bien, il faut savoir qu'une des règles, d'après toutes les études, c'est d'éviter d'utiliser l'humour dans ce type de publicité, parce que le Belge comme l'Européen ne supporte pas qu'on ait un tone of voice fun, s'agissant de son patrimoine financier et de la santé. Or, une campagne sur deux au moins utilise un humour parfois même trash, tant et si bien qu'il y a un blocage automatique du consommateur qui trouve que ce n'est pas le sujet. Je vous avais dit au départ que pour être créatif, il faut générer des surprises et pas faire comme tout le monde. Eh bien, on va dire qu'il y a plusieurs types d'humour. Il y a un humour qui touche et un humour qui est plutôt bloquant. Sachez qu'en fait, ce sont les médias les plus interruptifs qui génèrent la publicité la plus désagréable, on va dire. Et donc, finalement, dans la presse, je ne sais pas si vous savez lire, mais en vert, eh bien, les réponses sont négatives pour une fois changées. L'affichage et la presse provoquent moins de désagréments parce que vous êtes finalement libre de considérer ou non ces messages publicitaires. Par contre, lorsque vous êtes sur Internet ou à la télévision ou en radio, vous n'avez pas la possibilité de zapper, ou alors vous devez le faire très activement, les messages qui vous sont servis. Donc lorsqu'il y en a trop souvent, avec un ton qui n'est peut-être pas le bon, qui ne sont pas compréhensibles et qui sont intrusifs, autant de facteurs qui font qu'à un moment donné, vous allez diminuer l'impact d'un message potentiellement créatif ou non. Alors, je reviens sur ce qui fonctionne. Ce ne sont pas des moyens de communication très amusants. Donc, ce ne sont pas des grandes et belles campagnes en télévision ou en affichage, mais c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus. Finalement, des coupons, des offres, des discounts, mais bien étudiés et bien ciblés. Et puis alors, la possibilité d'utiliser effectivement le fameux phénomène du bouche à oreille et la recommandation des professionnels. Donc, d'une façon ou d'une autre, que vous soyez inscrit dans des cellules business to business, dans un schéma de communication entre professionnels ou en direct auprès d'un consommateur final, essayez d'identifier les communautés, essayez d'identifier des opinion leaders, essayez de les servir, et je vais vous montrer un petit exemple de la façon de procéder, notamment via ce qu'on appelle les médias sociaux. Je suppose qu'on vous en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, ou que vous voyez déjà de quoi il s'agit, à savoir en premier lieu Facebook, mais aussi YouTube, qui est finalement un média de partage. Donc on ne va pas sur YouTube pour uniquement regarder soi-même certains morceaux de musique, certains extraits de films de cinéma ou certaines bêtises postées par l'un ou l'autre en Belgique ou en Australie. C'est pour partager qu'on y va et pour montrer à ses copains, ses copines ou ses relations à quel point on est branché et qu'on a envie de dialoguer. J'en profite pour vous dire que l'âge moyen et le profil type d'une personne sur Facebook, eh bien, c'est une femme d'environ 30 ans pendant les heures de bureau à midi. Ça, c'est vraiment le pic au niveau des moyens de consommation. Ce ne sont pas les ados, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je ne juge pas, je suis dans les statistiques, je vous l'avais dit, donc moi, je suis complètement dénué d'émotion par rapport à ça. On fait fortement confiance aux autres, et ça, c'est un petit peu le résultat, malgré tout, et je ne crache pas dans la soupe, mais de 40 ans de marketing effréné, quoi. Parce qu'on nous a fait croire à un moment donné que quand on buvait du martini, on était sûr de soi. On nous a fait croire que Dash l'avait plus blanc. Et je peux vous en sortir des conneries dans le genre, une centaine. Et donc le consommateur, à un moment donné, il apprend, en génération 2 en tout cas. Donc là, on doit essayer de trouver des arguments finalement qui soient justes, qui soient réalistes, mais sans avoir une communication pour autant ennuyeuse. D'accord ? Moi, je trouve que dans la communication toute simple de Dior, j'adore, on dit finalement une vérité. C'est une femme qui est dans un contexte qui correspond très bien à la marque. Elle dit simplement Dior, j'adore, point. On est dans l'émotion pure. Ce n'est pas un mensonge, c'est un spot d'atmosphère, comme on dit bien évidemment, mais il y a une certaine justesse à ça. Et donc là, il faut faire le filtre aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut découvrir lorsque vous voyez une pub et lorsque vous en diffusez une, puisque c'est le propos de la réunion d'aujourd'hui. Est-ce que finalement,
vous restez dans les limites tolérables du mensonge et est-ce que vous êtes bien conscient de ce que vos cibles attendent au niveau du contenu, de ce qui est à proposer et au niveau de la forme. Je reprends l'exemple d'une agence de pub assez célèbre qui, pour ING, a voulu pénétrer Facebook avec des faux dialogues au sujet d'une police d'assurance. Et donc on voit les dialogues défiler sur Facebook entre deux gars qui disent « Tiens, tu sais quoi, j'ai souscrit une nouvelle assurance sur ing.be et figure-toi que, sans que je le sache, ils ont mis à ma disposition une voiture lorsque j'ai eu un crash la semaine passée. Ah bon, répond Tanguy le copain, ça c'est incroyable, je vais aussi me renseigner, etc. » Du bidon complet, mais surtout un désintérêt total de la part des autres. Donc en fait, il y a des règles malgré tout pour être présent dans une communauté, finalement, et surtout dans un dialogue où l'interruption est encore plus désagréable peut-être qu'à la télévision, juste avant votre film ou juste avant les news. Donc, comme je disais tout à l'heure, au plus proche vous êtes d'un consommateur, au plus vous êtes dans son intimité, au mieux vous devez utiliser son langage. Et donc, si Quick va créer une fanpage, il ne s'agit pas de dire « Ah, c'est chouette et c'est fantastique, le nouveau Quick vient de sortir ». Non, il faut vraiment voir quels sont les mots utilisés et quelles sont les primes qui peuvent être intéressantes pour ce type d'action, dont vous avez un échantillon à l'écran et certains spécialistes qui se trouvent dans la salle ou à côté. Là, il s'agit vraiment, pour être créatif, de travailler avec des professionnels qui connaissent les règles pour éviter, même si ça ne coûte pas cher au départ, de se tromper d'action. Comme je dis toujours d'ailleurs, et les organisateurs l'ont fait, si vous réalisez un concours avec un iPad à gagner, vous n'avez pas fait de promo pour votre marque, vous avez fait de la promo pour Apple. Et feu Steve le sait très bien. Donc, une dizaine de règles qui ne viennent pas de moi. Hein. Quand je dis ce sont des règles, ce sont des conseils pour être considéré sur Facebook. Tout d'abord, est-ce que votre marque est excitante pour susciter éventuellement du dialogue autour. Donc si Carglass, qui fait de très bonnes campagnes radio, qui ne sont absolument pas créatives, mais productives, va sur Facebook, il ne faut pas s'étonner qu'ils auront tout de suite 233 membres sur la fanpage, à savoir les membres du personnel de la marque en Belgique, parce qu'ils auront été obligés de souscrire à la fanpage de leur entreprise, mais on ne va pas commencer à parler par brise sur Facebook. Donc, diagnostiquez votre attractivité. Est-ce que vous êtes assez sexy pour qu'on parle de vous sur Facebook? Et sinon, que pouvez-vous faire pour susciter de l'intérêt? Que voulez-vous réaliser, atteindre? Donc, j'ai l'exemple d'une marque il y a 2 semaines qui, pour que vous puissiez participer au concours de cette marque mystère, vous obligeait à poster sur votre mur la promo du concours en question et de faire souscrire 5 amis à vous. Donc là, forcément, vous avez un effet buzz et vous avez rapidement 50 000 fans, mais vous pouvez avoir d'énormes déceptions puisque ce n'est qu'après action qu'on se rend compte de l'intérêt de la campagne en question. Quel est votre objectif? Parce qu'il y a des marques qui veulent absolument avoir 100 000 fans sur Facebook, mais qui ne savent pas très bien quoi en faire après. Ce sont des contacts qui coûtent cher, difficiles à maîtriser, parce que quand on commence à causer sur votre marque, ça peut devenir très vite dangereux et incontrôlable, ou alors il faut vraiment travailler très vite et payer quelqu'un jour et nuit pour contrôler tout ce qui va se dire au sujet de vos produits et services. Voilà. Le plus important, je pense, c'est de clairement identifier ceux qui vous aiment malgré tout et qui parleront de vous pour les contrôler et les orienter. À ce sujet, en une page, ce qui fait qu'une action buzz fonctionne sur Internet ou pas. De nouveau, ça ne vient pas de moi, j'ai été piqué ça chez des collègues. D'ailleurs, ils ont fait le graphique complètement dans le mauvais sens. Il n'y a personne qui s'en rend compte depuis 3 ans. Mais donc, en fait, vous commencez par avoir un comportement sur Internet, que ce soit YouTube ou Facebook ou autre, de gens qui ont besoin d'écrire. Ils reviennent de vacances, ils vont vous dire comment ça s'est passé, ils vont poster des photos, ils vont vous expliquer ce qu'ils ont bouffé à midi, ce qu'ils ont fait hier soir, ou qu'ils ne sont pas de bonne humeur. J'ai un ami d'ailleurs qui prend des photos de sa cuisine tous les matins, de ce qu'on peut voir, ce qui se passe dans sa rue. C'est absolument inintéressant, mais ce sont donc des gens qui sont extravertis et qui parfois ont des choses intéressantes à dire. On les appelle les blogueurs, ils ont besoin d'écrire. Les meilleurs blogueurs, ceci dit, sont des journalistes déguisés et qui donc ne se suffisent pas d'écrire pour leur titre correspondant à leur emploi courant. Ils veulent encore en remettre le soir, les pauvres.
Alors, vous avez des commentateurs. Ce sont des gens qui, eux, fondamentalement, n'ont pas grand-chose d'intéressant à dire, mais par contre, ils vont réagir. Hein. Ils ont des commentaires à faire sur ce que les autres racontent. Hein. Et donc là, ce n'est pas toujours Jojo, c'est parfois bêtement cliquer j'aime ou j'aime pas. Je n'ai pas encore trouvé d'ailleurs comment on mettait j'aime pas sur Facebook. C'est une plateforme. Ah oui. Mais moi, je ne suis pas d'accord parce que je suis quelqu'un de résolument négatif. Et donc, moi ça m'emmerde, cette plateforme un peu peace and love, comme ça. Et donc, vous avez des commentateurs. Mais parfois, c'est amusant et vous pouvez suivre le fil des conversations, ce que vous faites. Hein, parce que vous faites partie des 90% qui restent, à savoir les spectateurs qui se demandent mais pourquoi est-ce que ces gens racontent leur week-end et pourquoi est-ce que ces gens réagissent en mettant des commentaires à la con. Mais parce que vous lisez tout ça, justement. Parce que vous lisez tout ça. Sinon, il n'y aurait évidemment pas grand monde pour s'exprimer s'il n'y avait pas ces spectateurs. Au milieu, vous avez des gros malins qui sont des connecteurs. Ceux-là, c'est les plus paresseux de tous, mais ils sont malgré tout actifs. Ce sont ceux qui vous forwardent les blagues, ce sont ceux qui vont poster des choses. Donc, ils n'écrivent rien, mais par contre, ils vous envoient des PowerPoint à la con qui font 2 mégas avec une blague ou une histoire de poule à l'envers ou n'importe quoi. Donc ça, ce sont les connecteurs. Notez que c'est là qu'il y aura un pouvoir d'amplification important. Donc vous voyez que c'est compliqué de faire des actions buzz qui fonctionnent parce qu'il y a différentes étapes à respecter. Et c'est sans doute pour ça que, malgré le fait que ça ne coûte pas cher, il n'y en ait qu'une sur 20 qui fonctionne véritablement et qui fait le tour du monde sans que nécessairement ça vous rapporte une seule vente en plus. Ça, c'est la conclusion générale, je suis bien désolé. Et donc vous avez des inactifs qui ne sont même pas spectateurs, mais ceux-ci, ils sont de moins en moins nombreux, ils sont en dehors du monde. Toujours est-il que la tendance aujourd'hui, c'est de virer les copains que vous avez sur Facebook, parce qu'en fait, vous montez vite à 400, parce que dans une première phase, on croyait qu'avoir 39 copains sur Facebook, c'est ridicule. Ben oui, vous êtes inintéressant, vous n'avez pas d'amis, vous êtes seul au monde, et donc il faut au moins passer la barre des 200 pour ne pas donner l'impression d'être quelqu'un de profondément désagréable. Vous montez à 400, et puis vous vous étonnez quand même du nombre de commentaires de gens dont vous ne vous souvenez parfois même plus le nom. Je l'ai accepté, celui-là. Et alors, vous avez parfois 4 ou 5 publications d'affilée de ces gens-là ou de ces gens-là, et puis à un moment donné, vous commencez à les viander. Et puis parfois, dans la vraie vie, vous avez quelqu'un qui vous accroche au bureau en disant « Je suis plus ton copain sur Facebook », alors qu'il ne vous a rien écrit depuis un an, qu'il ne vous a même pas proposé d'aller boire un verre. Donc, attention quand même, parce que ce monde social virtuel est le reflet de la vraie vie. Hein. Voilà. C'est pour ça que ce n'est pas toujours positif. Donc, identifiez les leaders d'opinion, incentivez-les, et en fait, il faut faire exactement comme avec des journalistes, c'est-à-dire tout sauf les payer. Parce que là, ils se vexent. Hein. Donc, offrez-leur à boire, envoyez des dossiers, invitez-les quelque part, faites connaissance avec eux, soyez sympas. Et puis, vous verrez à quel point leur objectivité est une notion malléable. Alors, les commentateurs, il y a aussi moyen de les incentiver, mais là, ce qu'il faut surtout, c'est un sujet intéressant. Mais de nouveau, c'est comme avec les journalistes. Ne faites pas une conférence de presse si vous n'avez rien à dire, ne faites pas de campagne de pub si vous n'avez rien à dire non plus. Et en cela, c'est finalement une recette de créativité. Arrêtez de communiquer si vous n'avez rien d'intéressant à communiquer. Faites des économies. Alors vous allez me dire, oui, mais ma société va se casser la figure, mais ça, c'est pas ma faute. Hein. Alors essayez de trouver quelque chose au niveau des produits et des services dans la vraie vie qui sont intéressants. Oui. Pourquoi? Ah, c'est bien. Ben non, ici c'était un piège, hein, puisque vous attendiez de la créativité, vous avez des mesures d'impact, donc voilà. Non, non, c'est parfois le matin, ben, là aussi il faut se réveiller, notez. Hein. Et puis alors il y a la première phase digestive après le dîner. Ça j'ai déjà fait à la BMMA. C'est une organisation qui organise des lunchs et qui a la bonne idée de placer le speech juste après le dessert. Et comme il y a du bon rouge, là je dois faire des efforts, franchement, pour essayer de réveiller tout le monde, surtout que ce sont des gens que je connais, et que là c'est la première fois qu'on se voit, vous voyez, donc vous me trouvez marrant, mais l'année prochaine, ce sera déjà fini. Hein. Ça c'est clair. Voilà. Alors, bon, Internet, alors Google, ça c'est une sacrée machine. Hein. C'est une sacrée machine. Et là, contrairement aux journalistes, c'est beaucoup plus facile d'acheter Google. En fait, on vous en a déjà parlé, sinon en gros, ces mots tout à fait étranges que sont le SEA, ce ne sont même pas des mots d'ailleurs, veulent simplement dire il y a moyen de faire de la pub et il y a moyen de payer pour faire remonter le nom de votre marque. C'est très simple. D'ailleurs, tout se trouve sur le site de Google, qui sur sa homepage n'a qu'un seul mot, c'est Google.
derrière, vous avez toutes les conditions générales pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle du Search Engine Advertising et du Search Engine Optimization. Alors, Search Engine Advertising, ça veut dire tout simplement que si vous voulez placer une pub sur Google, il y a moyen. C'est un petit peu aux enchères. Et l'optimisation, ça c'est assez vicieux. Figurez-vous, parce que vous vous êtes déjà demandé comment on parvenait à remonter dans les suffrages des recherches naturelles, qui ne sont d'ailleurs donc pas vraiment automatisées, mais comment peut-on faire pour avoir sa société en haut des suffrages et sans nécessairement imposer un format publicitaire classique pour que le consommateur croit que c'est vraiment vous le meilleur d'une façon tout à fait neutre. Eh bien, il y a un algorithme là derrière. Si vous voulez, je vous en parle entre 6h et 6h30. Parce qu'à 6h30, ce sera l'apéro, vous allez décrocher. Et si je le fais maintenant, vous allez décrocher aussi. Donc, j'ai un slot entre 6h et 6h30 pour vous expliquer ce que c'est un algorithme. En gros, ça se base sur la façon dont les autres consommateurs ont cherché la veille. Donc, ces salopards de Google qui sont cotés en bourse à hauteur de 6,5 milliards de dollars, en fait, ne font rien, quoi. Ils ont acheté des gros ordinateurs pleins de mémoire, et ça, c'est le challenge d'aujourd'hui, pour pouvoir observer comment les consommateurs cherchent, et à partir de là, faire des formules qui s'optimisent au jour le jour. Alors, la solution pour vous, c'est quoi? C'est que si vous êtes responsable d'un site de voyage, eh bien, vous écrivez un maximum de fois sur votre homepage site de voyage. Vous mettez même une photo devant le mot qui revient 15 fois, site de voyage, site de voyage, site de voyage, parce que le moteur, parce qu'un algorithme, c'est idiot, ça ne réfléchit pas, hein, eh bien, il va voir que sur votre homepage, il est marqué 15 fois site de voyage, et automatiquement, vous allez remonter. Alors maintenant, il y a des ingénieurs, ce sont des ingénieurs qui vont vous expliquer comment construire un site de sorte à pouvoir remonter au mieux dans les suffrages de cette machine. Alors, on va revenir dans la réalité du terrain. L'affichage, bon, là, je ne parle pas tellement business, quoique finalement, être présent dans les entreprises peut se faire d'une façon créative aussi, sous forme d'affichage finalement, et d'affichage audiovisuel, comme on appelle ça, c'est le narrowcasting, donc ce sont les circuits audiovisuels en cercle fermé. Vous pouvez faire du faux affichage sauvage dans les rues, donc vous pouvez également ne pas oublier les transports publics qui vous donnent un contact qui est très proche du consommateur, être présent dans les foires et salons, dans l'Horeca, et tout le monde connaît les Vespasius, qui est le seul support vraiment créatif en affichage, parce que vous ne pouvez pas aller dans les toilettes sans avoir une affiche, un concept créatif qui soit directement adapté au contexte. Oui, parce que si tout d'un coup vous voyez une pub classique, 2 plus 2, 25%, comme vous avez le nez dessus, vous allez trouver ça con. Par contre, si c'est boulevard Général Jacques pendant les heures de pointe, vous allez trouver ça normal. Mais dans les toilettes, non, il faut forcément un concept publicitaire ambiance toilette. Alors, mon conseil d'aujourd'hui est quand même d'essayer de vous rendre compte que ce n'est pas normal d'avoir une même pub dans Flair et dans Télémoustique, quoi. On ne s'adresse pas à la même personne, dans Trends ou dans Le Vif ou dans Foot Magazine. Comment ça se fait qu'il n'y a que dans les toilettes qu'on a compris qu'il fallait contextualiser le message? Donc, à méditer ce soir, pourquoi ne pas contextualiser les autres affichages? Notez que dans les aéroports, là, on va montrer la marque avec des avions, ce qui est complètement idiot puisqu'on est dans un aéroport. Donc, je vous montrerai un exemple de BNP qui d'habitude fait de la très bonne communication. Donc, ici, les possibilités pour rentrer en contact avec le consommateur sont multiples. Et bien entendu, c'est le moment qui va pouvoir être le plus convaincant. En même temps, c'est le contact qui va être le plus cher. Il y a d'ailleurs à ce sujet 4 niveaux de mise en contact d'un consommateur avec un produit. S'agissant de Nivea, par exemple, vous pouvez mettre un échantillon dans la presse. Et donc là, vous allez générer un vrai contact entre un consommateur et un produit qui va pouvoir tester cette crème anti-âge grâce à un échantillon que vous aurez mis dans Flair. Vous allez me dire c'est complètement idiot parce que c'est une petite lingette et puis on va croire peut-être que les rides vont disparaître en un quart d'heure. Non, non, mais là, on a fait beaucoup d'études. Rassurez-vous, les femmes n'utilisent pas ce genre de crème pour réduire les rides, mais uniquement parce que ça leur fait du bien. On appelle ça un effet psychologique, mais qui n'est donc pas physique. En plus, je vous dirais que le filtre ou l'intérêt qu'un consommateur peut avoir par rapport à ce genre de produit n'est pas l'efficacité prouvée, puisqu'elle n'est pas prouvée, c'est comme Actimel, mais la texture et la fragrance. Donc en fait, une femme va choisir ce genre de produit
parce qu'elle va trouver que sa texture et sa fragrance lui convient, exactement comme les poudres à lessiver. Pendant 40 ans, on a fait croire qu'elles n'avaient pas la même efficacité. Toutes les poudres à lessiver ont la même efficacité. Qu'est-ce qui va faire la différence, à contrario? L'odeur du linge quand il sort de la machine. Et c'est pour ça que vous pouvez, avec des cartes à gratter, finalement promouvoir certaines fragrances de lessive. Je m'écarte un peu du sujet, mais c'est pour dire que l'échantillonnage peut être efficace à un niveau de masse lorsque distribué dans les médias. Après, il y a les contacts sur le terrain, avec ou sans argument. Alors, la différence, c'est que lorsque vous avez des hôtesses qui distribuent des échantillons où il n'y a pas d'argument, ça vous coûte beaucoup moins cher, mais vous pouvez aussi faire tester des produits avec des hôtesses qui ont été formées à votre produit et pour répondre finalement à toutes les questions que les consommateurs se posent. En B2B, vous pouvez louer des services finalement de sales team pour représenter votre marque si vous n'avez pas envie d'engager 12 délégués commerciaux supplémentaires. Il y a des teams indépendants qui font ça. Voilà. Et puis alors, il y a effectivement des exemples créatifs que je vous laisserai découvrir qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, notamment les QR codes. Ça, je vais vite passer dessus parce que vous n'allez pas me croire. J'ai montré ça au CEO de Carrefour en lui disant « Votre objectif, ce n'est pas de faire du chiffre d'affaires ni de gagner des parts de marché. » Il était 8 h du matin. Ça aussi, ça l'a réveillé. « Quoi ?» Je dis « Non, monsieur. Le business, c'est un résultat. Ce n'est pas un objectif. Votre objectif n'est pas de faire des parts de marché, ni du chiffre d'affaires. C'est un résultat. » Vous allez me dire « Mais il est dingue, celui-là. Il a bu, non pas encore. » Même si j'ai vu qu'il y en a qui ont pris un pré-apéro tout à l'heure. Hein. Ça y va dans le sud du pays. Au nord aussi, vous savez, je fais aussi les speeches dans le nord. En fait, l'objectif, c'est la satisfaction des consommateurs. Si vos consommateurs, vos clients sont satisfaits, le chiffre, il va suivre et vous allez pouvoir upgrader ou upseller, comme on dit, votre clientèle. Et ça, c'est un petit peu une bévue au niveau stratégique et au niveau court-termiste de la communication, c'est qu'on veut à tout prix vendre plutôt que d'essayer de satisfaire. Très bel exemple de Generali, il n'y a personne de Generali dans la salle, tout va bien, qui a réalisé une campagne il y a 4 ou 5 mois en disant « Les clients de Generali sont les seuls qui ne parlent pas de leur compagnie d'assurance. » Effet teasing. Vous savez ce que c'est un effet teasing? C'est quand on développe une campagne en 2 temps. Hein, on crée du suspense. Alors que le consommateur en a déjà rien à foutre de la pub au départ, on va croire qu'il est tout excité à l'idée. Et la suite de la campagne de pub, c'est quoi? Ah, c'est 15 jours l'affichage, je dois attendre 15 jours avant d'avoir la révélation. Oh là là, je vais déprimer. Et donc, une semaine après, on découvre qu'en fait, eh bien, ce sont les clients de Generali parce que ce sont les plus satisfaits. Et comme ils sont très satisfaits, ils ne parlent pas de leur compagnie d'assurance. Ce qui est complètement débile parce que c'est exactement le contraire. Les études le prouvent. Lorsque vous êtes très content d'un film de cinéma, en sortant de la salle, dans les 24 heures, vous allez en parler à minimum 6 personnes. Ça, c'est le contact publicitaire ultime. C'est que vos clients satisfaits vont parler de vous autour d'eux et il faudrait essayer d'avoir la maîtrise là-dessus, ce qui n'est pas simple. Donc, il faut oser le marketing participatif. Que voulez-vous comme goût chocolaté pour Côte d'Or? Et vous postez votre proposition. Qu'est-ce que vous voulez comme nouvelle saveur aux fruits pour les danettes de Danone? Ça goûtera plus ou moins la même chose, mais ce n'est pas grave. Au moins, on est dans le participatif. Qu'est-ce que vous voulez comme promo pour Mobistar? Qu'est-ce qui vous intéresse? Et vous demandez au client finalement ce qu'il veut. Délivrer de la guidance, donc expliquer un petit peu comment ça marche. Vous, BTV, dépense un effort extrême pour expliquer comment fonctionne un vocordeur. Moi, j'ai toujours pas compris. Les radiocassettes, ça existe quand même depuis les années 40. Et donc, play, record, pause, c'est dans l'inconscient collectif depuis 60 ans, mais on explique quand même aux gens comment ça fonctionne. Alors, soit les gens sont crétins, soit il y a un problème de mode d'emploi, mais il y a, là, si quelqu'un a une réponse dans la salle, donc entre 6h et 6h30, une fois qu'on aura fini avec les algorithmes. Hein. Comptez sur les spécialistes, mais choisissez bien, parce que des agences de com spécialisées en Belgique, il y en a environ 300, dont plusieurs de une personne. Eh bien, figurez-vous que ces sociétés peuvent être tout à fait intéressantes à être utilisées comme expertes et qu'il ne faut pas nécessairement aller dans une méga holding pour avoir un bon conseil, au contraire. Alors, ça, c'est difficile. Dans ce que vous faites, évitez les automatismes. Ça a marché, donc ça va encore marcher. Non, pas du tout. C'est pour ça que je ne vous montre pas ce qu'on appelle des cases, n'étant pas des fromages hollandais, mais donc des cas de créativité qui ont très bien fonctionné. Le marketing est typiquement chaotique.
Si vous créez une action buzz qui a bien fonctionné, étudiez-la sous toutes les coutures, vous n'allez pas nécessairement pouvoir la reproduire à l'avenir. Donc, ne croyez pas nécessairement que ce qui a été bon pour une autre marque, pour un de vos concurrents ou pour une cible à un moment donné, sera de nouveau possible par après. Et évitez les ruptures, changez de logo, pourquoi? Changer de nom de marque, pourquoi? Ça n'intéresse absolument pas le consommateur au départ. Il faut tout méditer en fonction des besoins du consommateur. Un petit focus sur le B2B, mais en fait, il dit la même chose. Il dit qu'en fait, la première personne, ou plutôt le premier facteur d'influence sur les décisions en dehors de la presse spécialisée, c'est une étude qui a été réalisée par la FEBELMAC, donc la Fédération belge des magazines, division business to business. Ils ont fait une grosse étude quantitative et en fait, le premier vecteur d'influence sur les décisions, c'est la presse professionnelle. Cette étude est subsidiée par la presse professionnelle, donc on peut suspecter qu'elle est un petit peu orientée. Mais enfin, tant mieux, on va dire que pour la deuxième année d'affilée, par coïncidence, les résultats sont trop bons. Alors, on va directement au niveau 2 ou 3, comme dans Google d'ailleurs. Hein. Personne ne clique la première ligne. On va toujours à la deuxième ou à la troisième parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de louche dans cette première ligne et que ça ne sera pas nécessairement la bonne affaire. Moi, je suis un gros malin, j'ai été à la ligne 3 ou 4, hein, parce que tous ces couillons étaient à la ligne 1 et ils ont payé beaucoup plus cher, bien sûr. Donc, niveau 2, c'est les collègues. Après, il y a les formations, il y a les échanges qu'on peut faire dans des séminaires comme aujourd'hui. Voilà. Et donc, il y a un mélange entre ce qui est média et terrain. Vous n'allez pas connaître de succès uniquement médiatisant, vous n'allez pas connaître de succès non plus uniquement avec les contacts interpersonnels. Il faut un mix des deux. Je n'ai pas de solution magique par rapport à ça. Le digital, il en faut, mais la presse, il en faut encore. Les médias, il en faut, mais les contacts interpersonnels aussi. Donc, c'est une question de dosage, tout ça. C'est pour être certain de faire du mal à personne. Mais donc, la vraie vie est également très importante. En fait, en bleu, vous avez la fréquence d'exposition et en vert, l'utilité. Donc, des campagnes B2B, dans les médias de masse, on s'y expose beaucoup à ces médias, mais en revanche, ce n'est pas le bon contexte pour promouvoir des sujets tout à fait spécifiques. Ceci dit, quand Renault fait une pub affichage ou radio pour ses véhicules utilitaires, dans ce cas-là, ils peuvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une gamme très large, qu'ils sont leaders de marché, et qu'il y a quand même 800 000 indépendants en Belgique. Ben, c'est nettement plus que, par exemple, des femmes de 18 à 35 ans, des groupes sociaux 1 à 4. Donc, en fait, quand votre cible business devient critique, massive, alors là, les médias, pourquoi pas? Mais la question est quand même relative au contexte. Alors, tout ce qui est fun, tout ce qui est gadget, hein, donc les blogs B2B, bon, Business Television, en fait, il n'y en a qu'une, je crois, en Belgique. Donc là, c'est normal qu'au niveau des chiffres, ce ne soit pas très développé. Et les applications mobiles, ça pourrait, puisque ça peut être très utile, notamment dans le secteur des services, bien évidemment. Le sponsoring, oui, mais une condition, c'est que vous y soyez actif. Parce qu'aujourd'hui, on a quelques beaux exemples. Si vous êtes présent sous forme de logo, ce qui se fait de nouveau depuis 50 ans dans tous les stades de foot, hein, il est marqué Philips. Et on ne sait pas ce que c'est Philips, et on ne sait pas si c'est pour promouvoir les machines à café ou les rasoirs, mais il est marqué Philips. Et alors ils sont là, ils payent très cher, mais il n'y a pas nécessairement grand-chose autour. Jupiler, par contre, il y a autour. Hein. Il y a avant, pendant et après. Hein. Donc c'est ça. Si vous êtes présent à des événements ciblés, soyez actifs. Tentez, par exemple, d'avoir un speech, délivrer du contenu, ou soyez créatif en distribuant des choses potentiellement intéressantes. Mais le bannering, comme on l'appelait déjà à l'époque, avant qu'on invente l'improductivité du banner web, on avait inventé l'improductivité du banner sur les stades de foot et aussi dans les championnats de Formule 1 ou sur le cul des cyclistes. Oui. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que Philips, le fait de mettre tous ces produits en avant en mettant leur marque, oui. On ne voit pas. En limite, il s'élimine. Alors voilà, ça c'est intéressant parce que le neuromarketing, troisième sujet pour 6h, 6h30, nous renseigne que quand on émet des signes qui n'ont pas de sens, on ne va pas capter l'attention et on ne va pas retenir grand-chose. Mais c'est simpliste hein, ce que je dis. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contenu, ni de contenu intéressant, ni de contenu intéressant pour moi, vous voyez le chemin, genre Philips, à la limite on ne le voit pas parce que ce n'est pas sous le mode d'une conversation, d'un dialogue ou d'un appel à quelque chose. Donc la passivité dans la communication commerciale est déplorable, d'autant que ça peut malgré tout coûter très cher. Donc il faut contextualiser tout ça. Le sponsoring actif, c'est d'abord être au bon endroit. Et donc là, c'est quand même marqué sous
une ligne de produits qui pourrait être les rasoirs pour hommes, forcément, dans un stade de foot, ça peut le faire. Avec une petite action à l'entrée ou à la sortie, à ce moment-là, vous êtes sur une véritable action. Mais regardez bien, en marketing sportif, c'est assez déplorable la passivité de la mention des marques. Alors, ils pensent maximiser les contacts, mais des contacts pour rien, ça ne sert à rien. Vous aurez remarqué, puisque vous êtes tous certainement passionnés par la Formule 1, que vous avez certains plans fixes à certains moments, vous voyez les bagnoles défiler, il ne se passe rien dans un Grand Prix de Formule 1, enfin de moins en moins, mais par contre, vous avez gros plans sur les logos. Et donc, il est marqué par exemple Total, et puis vous voyez Total pendant 10 secondes à l'écran, et les bagnoles qui défilent. Pas très créatif, on va dire. Donc, il y a moyen de mieux faire. Simuler un accident, j'en sais rien, parce que c'est pour ça qu'on regarde les Grands Prix de Formule 1. Bon, on ne veut pas de mort, mais on veut quand même que ça pète, quoi. Bien. Alors, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez vu une publicité dans les médias? L'effet push-pull, ne voulant pas dire que vous voulez aider les poules à mieux pondre, mais l'effet push-pull, c'est ce fantasme auquel on a cru. Je vois une pub, je cours au magasin pour acheter le produit. Enfin, je crois qu'il y en a qui à une époque, y ont cru. Bien, aujourd'hui, il y a 3 étapes. On voit des pubs pour des produits qui nous intéressent, on se renseigne. Évidemment, pas une barre chocolatée pour le plaisir, mais là, pour rappel, on est dans un produit typiquement d'émotion, et là, la publicité peut se suffire à elle-même. Et donc, en fait, ce qu'il faut ménager quand vous faites de la com, surtout en B2B, parce que là, des barres chocolatées, il n'y en a pas des masses, eh bien, c'est d'avoir une plateforme web qui soit parfaitement développée. Alors, comment est-ce que la publicité peut connecter à la vraie vie? Oui. 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 Oui, mais je reprends vos mots. Vous dites qu'on parle d'une marque. Et donc pour ça, c'est important que, par exemple, s'il y a un stand VIP pendant le match ou des loges, qu'il y ait une présence produit qui soit activée. Voilà. Ce que je reproche en B2C comme en B2B, parce que derrière, ce sont toujours des êtres humains, même les médecins sont très sensibles à la créativité, yes, c'est qu'il faut vitaliser la marque, la rendre vivante, et qu'elle soit active, et qu'il y ait un lien. Donc, finalement, des présences de logos, des présences de marques passives, pourquoi pas, mais pour autant qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après, qu'il y ait une activation, sinon c'est du pur sponsorship humanitaire, du mécénat, et ce n'est pas ce que ces marques généralement recherchent, quoi. Pour BNP, donc exemple, mais tout le secteur bancaire fait ça, c'est du B2B, du testimonial. Donc des témoignages de vrais clients, même si le lecteur ne croit pas que ce sont des vrais clients, eh bien ça l'est. Et puis ce qu'on appelle les publi-reportages, là le texte a disparu, où il n'est pas lisible, c'est-à-dire de la fausse publicité, de la publicité rédactionnelle, on va dire, et qui intéressera tout le monde. Également de l'affichage, pourquoi pas. Il faut savoir qu'environ un petit 90% du flux à Zaventem, à Bruxelles Airport, en fait, sont des managers des cadres, des employés, des sales internationaux. Et donc on est clairement dans un espace plutôt B2B, s'agissant de certains aéroports, avec le message adéquat, bien évidemment. J'en profite pour dire que si vous êtes responsable de marketing destiné à des professionnels, les codes de créativité peuvent être les mêmes. Donc, l'agence EuroRCG ici, qui fait le travail pour le grand public, est également en charge des campagnes pour les cibles business. Et on a finalement le même ton de communication, la même dynamique, qui, dans ce cas-ci, on peut qualifier d'appréciable. 2 possibilités de faire du direct marketing. Et je n'ai pas vu le temps passer parce que je m'amuse. Moi, on a commencé en retard, ou je suis si bavard. Il est 6h moins 2. Donc, vos cibles, et ça c'est vraiment un enseignement important, si vous avez des cibles professionnelles, elles ne demandent pas simplement que de subir votre publicité, votre promotion, elles veulent en apprendre. Et vous avez une responsabilité, ou en tout cas un potentiel, une capacité à éduquer vos différents responsables financiers, informatiques, de communication, whatever. Ils ont un besoin très important, surtout si ce sont aussi des patrons de PME, parce qu'ils disposent de peu de temps pour aller à des séminaires et autres. Ils sont knowledgeable, comme on dit, c'est-à-dire ils sont ouverts à continuer à apprendre. Et donc là, vous pouvez leur envoyer des éléments qui leur permettra de se tenir à jour. Je vais passer tout ça. Là, de nouveau, si vous avez un magazine d'entreprise, un news, papier ou web, les deux sont nécessaires parce que
ce n'est pas tellement une question d'équipement, surtout pas avec les cibles business. Toutes les cibles business sont équipées d'Internet, bien évidemment, ou presque à 95%, simplement que ces personnes n'ont pas nécessairement le temps de lire ce que vous leur envoyez. Et l'intérêt du DM papier, c'est que le manager que vous ciblez, quel que soit son niveau, est susceptible de reprendre votre courrier chez lui, et il va encore jeter un œil à son courrier du matin, le soir, même si ça emmerde un petit peu le reste de la famille, et d'ailleurs ce sont autant des femmes que des hommes, ou le week-end. En revanche, un email, vous devez l'imprimer, vous ne voulez pas l'imprimer parce que vous vous sentez coupable de l'imprimer, votre email. Par contre, vous vous sentez coupable de mettre un magazine à la poubelle. Donc, bien joué, mais ça coûte plus cher, évidemment. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser votre plateforme web pour reconnecter, non pas uniquement avec des contenus détaillés, mais avec les sales ou les chefs de projet en charge, et donc de personnaliser un petit peu votre site web avec des animations ou en donnant la possibilité de créer des interactions. Ce tableau est parfaitement illisible, mais je vous le résume en 2 mots. Les top managers sont ceux qui s'exposent au plus grand nombre de médias, puisqu'ils font travailler tout le monde, mais eux-mêmes, ils ont suffisamment de temps pour pouvoir s'instruire et ils n'ont pas envie de passer pour des imbéciles. Par contre, les indépendants gérant des petites cellules de moins de 5 personnes, tout comme les spécialistes de département, cela s'expose à un minimum de médias pour des raisons différentes. Si vous vous adressez à des cibles ultra spécialisées, elles ne vont pas consulter les médias généralistes business. Et d'un autre côté, eh bien, les petits indépendants, comme on les appelle, ont très peu de temps à consacrer à ces différents médias. Et les cadres moyens, en revanche, s'exposent d'une façon moyenne à un nombre plus important de médias. J'en profite pour vous dire que cette étude est libre d'accès sur le site de la FEBELMAC et peut vous en apprendre sur ce qui est le plus opportun de consulter lorsqu'on est en phase de décision business. Je vais vous laisser découvrir par vous-même, dans les jours qui viennent peut-être, les conclusions et recommandations que je donne pour la communication B2B. Je vais zapper cette dernière partie. Je vous retrouverai peut-être l'année prochaine pour cela, mais je vais simplement terminer par un petit test pour vous prouver que les gens, au départ, ce n'est pas qu'ils ne s'intéressent pas du tout à la publicité, qu'ils sont contre. Au contraire, ils sont contre les publicités qui ne les concernent pas et qui ne les touchent pas. Et la créativité, c'est en premier lieu essayer de se mettre à la place de la personne à qui vous vous adressez. Ici, je dois vous demander si vous avez bien localisé le carré bleu. Est-ce que tout le monde a bien capté l'endroit où il se trouvait? Oui. Et tout le monde sait que c'est à la 2e ligne, au fond à droite. La question qu'on doit poser à ce moment-ci, c'est est-ce que vous avez vu des triangles orange? Ah ouais, c'est un piège. Et en fait, vous avez 2 triangles orange à gauche et à droite du carré bleu. Donc, en fait, vous avez une vision et une attention sélective. Vous n'allez retenir que ce qui vous intéresse a priori. Et donc, c'est ça aussi, la créativité, c'est d'avoir au départ une idée, un contenu susceptible d'intéresser la personne à qui vous vous adressez. Et puis après, vous demandez aux professionnels de mettre du maquillage là-dessus. Voilà. Je vais quand même aller à ma page de conclusion et je vais vous passer la partie la plus rigolote pourtant de mon exposé. Donc, je suis désolé d'avoir été un peu long. Finalement, une communication réussie, c'est comme une séduction durable, c'est comme dans un couple. Il faut dialoguer, informer, être transparent, penser en fonction de sa cible, donc son mari ou sa femme, innover, surprendre aussi, sinon on tombe dans la routine et on tombe dans l'effet Actimel, par exemple. Se vendre et mentir, mais un tout petit peu, et c'est pour ça que sur mon Facebook, j'ai pas mis ma tête, mais j'ai mis... C'est amusant, hein, tout le monde pense que c'est un loup, mais c'est un chien de traîneau. Et c'est vachement différent. Donc là, j'ai posté en fait cette petite pub pour le séminaire d'aujourd'hui. Et je me ravis de voir que vous avez pu trouver le temps pour vous informer, vous instruire des outils de marketing et de communication, malgré le travail important que vous devez avoir. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, ou en tout cas certaines choses aujourd'hui. Merci pour votre attention. Une bonne fin de journée dans le froid. Et un jour peut-être.